Madame, Monsieur, bienvenue au journal télévisé. Merci de votre aimable attention. En République démocratique du Congo, la Fédération congolaise de golf fait partie désormais des fédérations sportives affiliées au ministère des Sports. À l'instar des musulmans du monde entier, les Ivoiriens ont célébré la Tabaski. Quel est le bilan après la célébration? Nos reporters nous donneront des détails. À l'occasion du lancement des activités du réseau Adouin, l'autonomisation des femmes africaines et afrodescendantes était au centre de cet événement. Et le célèbre plasticien et photographe Jacob Bleu a célébré 30 années de carrière. On en saura plus sur son parcours dans ce journal. Nous débutons ce journal en nous rendant en République démocratique du Congo, où il faudrait désormais compter sur la Fédération congolaise de golf, parmi les fédérations sportives affiliées au ministère des Sports. La nouvelle fédération a été lancée le mercredi 4 juin au cercle de Kinshasa. Vulgariser cette discipline pour lutter contre le stéréotype qui associe le golf à un sport d'une certaine classe est une des priorités de la nouvelle fédération. Nous témoignent nos reporters en RDC. Une nouvelle venue parmi les fédérations sportives congolaises. Il s'agit de la Fédération congolaise de golf, dont la sortie officielle a eu lieu ce mercredi 4 juin au cercle de Kinshasa. Bien que pratiqué depuis des années, le golf n'a jamais été formellement organisé autour d'une fédération. Pour le président de cette nouvelle fédération, ce jour est tout simplement spécial. Bien, aujourd'hui pour nous, c'est un très grand jour, dans la mesure où on a maintenant une fédération qui va faire en sorte que le golf en RDC va prendre de l'essor. Vous savez, ce sport existe en RDC depuis l'époque coloniale. Les gens passent devant nos clubs, ils se demandent même ce que nous sommes en train de faire sur ce beau terrain. Pour une bonne évolution de la Fédération congolaise de golf, il est nécessaire de mettre en place un plan basé sur un diagnostic de la perception de ces sports. En effet, le golf est souvent perçu comme un sport des Blancs, un sport des riches, un stéréotype que les dirigeants et athlètes de golf en RDC doivent combattre afin de permettre une large adhésion et attirer tous ceux qui souhaitent le pratiquer. L'idée pour nous, c'est de nous assurer d'une part que nous faisons cette communication pour briser les stéréotypes, mais c'est aussi de trouver des mécanismes, notamment avec le ministère du Sport, comment on pourrait rendre les sports, le golf, plus accessible, plus ouvert. Nous avons des clubs à Kinshasa, à Lubumbashi, à Likasi et à Kolwezi. Nous pouvons avoir des potentiels d'en construire partout parce que le golf, au-delà du sport, c'est un élément d'attrait touristique pour les villes. Dans le cas du golf, je peux vous assurer que nous allons accompagner le golf pour qu'on soit à un niveau considérable. C'est vrai, on va aller progressivement, mais les talents qu'il y a au Congo, je suis sûr qu'en peu de temps, en étant record, si on a des encadreurs, on a un peu de moyens, on peut atteindre un niveau considérable. Selon les dirigeants de la Fédération de golf de la RDC, les priorités de cette nouvelle fédération sont, entre autres, de faire en sorte qu'il y ait une grande adhésion des Congolais à ces sports en communiquant de manière efficace. Et nous revenons sur la Tabaski. À l'instar des musulmans du monde entier, les Ivoiriens ont célébré cette fête. Pour la Tabaski en Côte d'Ivoire, le gouvernement et les acteurs de la filière bétail, viande ont mis en place des mesures pour assurer un approvisionnement suffisant en bétail, notamment des moutons. Des sites de vente ont été aménagés, notamment à Abidjan, pour faciliter l'achat des animaux. Pari réussi car le bétail était en quantité suffisante. La preuve, après les fêtes, certains moutons ont même repris la route de retour. C'est en tout cas le constat des acteurs après la Tabaski, suivi par notre reporter Michel Brou. C'est un pari réussi pour l'organisation interprofessionnelle des gros ruminants de Côte d'Ivoire à l'occasion des fêtes de la Tabaski 2025. Au parc à bétail d'Aniamant et celui de Port-Boué, le constat est le même. L'organisation a su répondre aux défis logistiques et économiques liés à la fête de la Tabaski.
La preuve, ce sont plusieurs milliers de bêtes mévendues qui embarquent pour leur destination d'origine. Pourquoi le bétail retourne? Parce que le gouvernement avait entrepris des actions avec l'organisation interprofessionnelle Gros Ruminants, qui aujourd'hui a réussi sa mission. Les marchés ont été inondés et les mévendus retournent pour des problèmes d'ordre nutritionnel. Tous les marchés ont été satisfaits, vous le constatez vous-même, qu'il y a encore du bétail, encore sur le marché. Le gouvernement s'était fait fort de faire venir à peu près 150 000 têtes et je pense bien que nous sommes allés au-delà. Et c'est ce surplus-là qui est en train de retourner. Satisfait, oui, puisque l'objectif est que les Ivoiriens puissent avoir des moutons en qualité, en quantité et à des prix abordables. C'est chose faite, c'est voilà pourquoi il y a des surplus qui doivent retourner. Très satisfait du travail qu'on a pu faire. Parce qu'on a pu ravitailler énormément le site et que jusqu'à preuve du contraire, il y a eu des retours. Le succès de la mission de l'OIA durant les fêtes de la Tabaski 2025 illustre l'importance d'une approche collective dans le secteur de la filière des gros ruminants en Afrique. Vivement les futures éditions de la Tabaski. Et restons toujours dans la faveur de la Tabaski, dans la région du Gontougo, plus précisément dans le village de Yao Dongokro, où cette fête a été célébrée dans la diversité, la fraternité. Musulmans et chrétiens unis dans leurs différences ont prié pour la paix et le vivre ensemble à l'orée de l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Cette fête a été marquée par la pose de la première pierre du foyer des jeunes de Yao Dongokro. On en sait plus avec Anissé Kouadio. Les fils et les filles de Yao Dongokro de la sous-préfecture d'Assiofri, région du Gontougo, ont saisi la grande fête de Tabaski pour organiser de grands moments de retrouvailles, démarrés par la grande prière de l'Aïd el-Kébir, conduite par le grand imam, accompagné de toute la communauté musulmane. Soutenus par leurs frères et sœurs, des autres communautés religieuses ont prié pour la paix, le vivre ensemble à l'orée de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous avons prié ici pour la Côte d'Ivoire. Et puis nous avons prié pour des élections apaisées. La Côte d'Ivoire puisse retrouver son développement. Nous ayons la paix. Juste après cette grande prière chargée de sens, les populations de Yao Dongokro se sont retrouvées pour un Tojo party, un moment de découverte gastronomique dirigé par les hommes qui ont concocté de véritables mets à base de photos pour l'ensemble des invités. Ces partages de repas ont créé de véritables moments de renforcement du vivre ensemble au niveau du village de Yao Dongokro. Il est chrétien, nous on est musulmans, mais on cohabite ensemble. On fait tout ensemble. Aujourd'hui, la fête de Tabaski, partagée avec nos différents sœurs et frères. C'est l'ensemble qu'on peut avancer et aussi on peut bâtir même ce village. Je suis chrétienne, j'ai voulu vraiment associer mon image à cette fête, ça fait plaisir. C'est une cohésion. Les enfants d'une même famille peuvent être de religions différentes, mais toujours est-il que les valeurs de la famille restent. Toute confession religieuse est aujourd'hui réunie pour célébrer ensemble, main dans la main, dans la cohésion sociale, cette fête de Tabaski. Ce grand moment de partage et de retrouvailles a été marqué par la pose de la première pierre du foyer des jeunes. En le faisant, les cadres veulent contribuer au développement de leur village et à offrir un espace approprié pour favoriser l'épanouissement de leur jeunesse. Cette grande fête de la Tabaski à Yao Dongokro s'est achevée avec une grande rencontre de football. Objectif de cette rencontre, renfermer davantage les liens fraternels et sacrés qui existent entre les populations de Yao Dongokro. Le jeudi dernier, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a organisé une conférence. Cette conférence en présentiel et en ligne s'est déroulée sous forme de panel dont le thème était « Défis et opportunités de l'observation indépendante des forêts en Côte d'Ivoire ». 4 experts issus d'ONG en charge des activités forestières ont débattu sur les opportunités à saisir à travers la restauration du couvert végétal ivoirien. Philippe Zabo, notre reporter, nous fait le résumé de cette conférence. Tout le monde est unanime. Si l'on y prend garde, la forêt ivoirienne disparaîtra. De 16 millions d'hectares en 1960, nous n'en sommes plus qu'à 2 millions d'hectares. Le législateur, dans le but de lutter contre ce fléau, a cru bon de créer l'OIF pour l'aider. La loi portant code forestier de 2019 a défini l'observation indépendante des forêts comme étant une activité non régalienne d'observation
des activités forestières et agroforestières. Cette activité étant menée par une organisation de la société civile dans le but, dans un premier temps, de collecter des informations et de les partager. Confié à la société civile, l'OIF doit jouer pleinement son rôle dans la préservation de la forêt, mais elle doit aussi transformer ce défi en opportunité selon une panéliste. L'observation indépendante des forêts semble être une nouvelle discipline qui va générer des emplois verts. Et quand on parle d'emplois verts, on peut s'orienter dans le domaine du suivi, dans le domaine de la recherche et tout. Donc les ONG qui vont s'engager dans cette discipline devront se tourner vers des sources de financement pour pouvoir acquérir de la connaissance dans ces domaines que nous avons cités. Organisateur de la conférence, le Campessi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte mettre en place des formations diplômantes pour approfondir la question. Le Campessi est une institution de formation, comme j'ai dit. Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur à vocation professionnelle. Et vous savez que pour cette question de problématique, il faut que toutes les personnes et toutes les expertises qui seront engagées aient donc des formations et les outils pour pouvoir intervenir. Pour cette année 2025, des sessions de formation de type certificat et de type séminaire. Et en 2026, nous allons ouvrir des programmes diplômants avec un master et un doctorat en observation indépendante de la forêt. Pour rappel, le Campessi est spécialisé en formation continue. Il célèbre ses 50 ans d'activité. Et parlons à présent de leadership féminin. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a été la semaine dernière le carrefour du leadership féminin. C'était à l'occasion du lancement des activités du réseau ADWIN, entendez African Descendant Women Impact Network. Il s'agit du premier réseau mondial dédié à l'autonomisation des femmes africaines et afrodescendantes. Les détails avec Alanitoa. Le développement de l'Afrique se fera à coup sûr avec le leadership des femmes. C'est ce qui a été donné de voir le jeudi à l'occasion du lancement à Abidjan du réseau ADWIN, entendez African Descendant Women Impact Network, le premier réseau mondial dédié à l'autonomisation des femmes africaines et afrodescendantes. En témoigne la présence de personnalités influentes du monde politique, économique et social, parmi lesquelles la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et Sa Majesté royale, la reine Temitope Mornaïk du Nigeria. La fondatrice de ce réseau est Elisabeth Moreno, ancienne ministre française, déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour elle, le leadership féminin africain et afrodescendant est une nécessité économique. Nous sommes ces rêves longtemps différés. Aujourd'hui, nous ne rêvons plus, nous bâtissons. ADWIN n'est pas une simple organisation. ADWIN, c'est un mouvement, c'est un pacte, c'est une alliance. C'est une alliance entre les générations, c'est une alliance entre les continents, c'est une alliance entre les talents, les ressources, les savoirs et les ambitions. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire et le réseau ADWIN sont dans un mariage de réseau en faveur de l'autonomisation des femmes africaines et afrodescendantes. Par la voix de sa coordinatrice nationale, Euphrasie Kwasi-Yao, le COCOFSI engage les femmes ivoiriennes aux côtés d'ADWIN pour une Afrique nouvelle de prospérité au bénéfice des femmes. Madame la reine, madame la ministre, madame la présidente d'ADWIN, permettez-moi de faire bien tout le protocole, tous les remerciements de la présidente d'ADWIN. Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire, a salué un projet audacieux et porteur d'espoir pour des millions de femmes africaines et afrodescendantes dans le monde. ADWIN n'est pas seulement un acronyme, mais une promesse, celle d'un monde où les femmes africaines, qu'elles vivent sur le continent ou qu'elles soient de la diaspora, s'affirment, se reconnaissent et travaillent main dans la main à construire un avenir meilleur pour les générations futures. Pour rappel, le réseau ADWIN bénéficie du soutien technique et institutionnel de Madame Euphrasie Kwasi-Yao, experte mondiale en genre, paix et développement et présidente du G100 Global Share.
La Côte d'Ivoire, faut-il le souligner, a été désignée championne d'Afrique de l'égalité des chances entre hommes et femmes, selon le rapport CIGI 2023 de l'OCDE. Un atelier de réflexion stratégique s'est tenu récemment à l'hôtel Tiama en vue de définir une stratégie de commercialisation des crédits carbone excédentaires générés par le projet de paiement pour les réductions d'émissions dans la zone du parc national du Taï. Organisé par l'unité de coordination du PRE avec l'appui technique du Climat Focus et le soutien de la Banque mondiale, cet atelier vise à positionner la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux du carbone, notamment le marché volontaire et les mécanismes émergents prévus par l'article 6 de l'accord de Paris. Le point avec Eunice Bougou. Un atelier de réflexion stratégique se tient les 2 et 3 juin 2025 en vue de définir une stratégie de commercialisation des crédits carbone excédentaires générés par le projet de paiement par les réductions d'émissions prêt dans la zone du parc national de Taï. Organisé par l'unité de coordination du prêt avec l'appui technique du Climat Focus et le soutien de la Banque mondiale, cet atelier vise à positionner la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux du carbone, notamment le marché volontaire et les mécanismes émergents prévus par l'article 16 de l'accord de Paris. Mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique dans le cadre de l'initiative RED+. Le projet prêt a permis de générer 20 millions de tonnes équivalent CO2. Cette rencontre-là, elle s'inscrit dans le cadre du développement d'une stratégie nationale de valorisation des émissions réduites excédentaires sur le projet prêt. Alors pourquoi? C'est que le projet prêt a généré des crédits carbone qu'il a vendus à la Banque mondiale. Et nous sommes en passe de terminer notre contrat avec le Fonds carbone de la Banque mondiale, donc 10 millions de tonnes équivalent CO2 qui ont été générées. Et le programme a permis d'en générer 20 millions. Donc nous avons un excédent de 10 millions de tonnes qu'il est nécessaire de valoriser sur les marchés du carbone en vue donc de pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de tirer le meilleur profit de ces émissions réduites-là, tant du point de vue, on va dire, financier. L'objectif global du prêt demeure la promotion d'un modèle de développement vert fondé sur les incitations à la performance en faveur d'une agriculture sans déforestation, de la restauration forestière et de la préservation de la biodiversité. Et l'information se poursuit avec le prix OMS anti-tabac qui a été remis au programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions et au docteur Bro-Dieudonné Kofi, un expert ivoirien de renom en reconnaissance de leurs efforts considérables pour combattre le tabagisme en Côte d'Ivoire, mais aussi à travers l'Afrique. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le témoignage de Walter Kofi. La taxe sur les produits du tabac est passée de 49% en 2023 à 70% en 2024. Entre 2029 et 2023, le taux de consommation de cigarettes chez les jeunes est passé de 13,7 à 4,5%. Des chiffres qui ont valu à la Côte d'Ivoire le prix OMS anti-tabac, une immense fierté pour Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qui a reçu le prix du gouvernement ivoirien. Il a souligné l'engagement constant du gouvernement dans cette cause depuis une décennie, rappelant les efforts considérables déployés pour protéger les populations des effets néfastes du tabac. À ce titre, nous avons donc mené plusieurs actions. D'abord, de lutte anti-tabac, qui s'est retrouvée au cœur de notre politique. Et nous avons donc pris, avec beaucoup de courage, l'ensemble des tests qu'il fallait pour que nous puissions avoir un cadre de lutte. Mais également, donc, nous avons sensibilisé et mis en avant donc, notre programme pour que des actions concrètes se passent sur le terrain. Donc la distinction de ce matin est une reconnaissance de tous ces efforts et qui vient donc soutenir notre engagement
qui est exemplaire dans la lutte contre le tabagisme. Dr Brou Dieudonné Kofi, un expert ivoirien de renom, a aussi été récompensé pour ses efforts considérables dans cette bataille contre le tabagisme en Côte d'Ivoire, mais aussi à travers l'Afrique. Le prix, c'est un aboutissement. On s'est dit qu'on est sur la bonne voie. Lorsque vous faites un travail et puis après on vous dit le travail est bien fait, vous avez une récompense, vous vous dites tiens, je suis sur le bon chemin, mais en même temps, ça vous demande de doubler d'efforts, de rester au moins sur le chemin. Donc ça nous met une pression et ça nous engage plus dans la lutte contre le tabac. L'Organisation mondiale de la santé honore les pays pour leurs efforts exceptionnels dans la lutte contre le tabagisme. Pour rappel, ce prestigieux prix récompense chaque année les efforts des pays et individus qui se distinguent par leur engagement exceptionnel dans la lutte contre le tabagisme. Cette édition se poursuit avec une page art et culture. Le célèbre plasticien et photographe Jacob Bleu a célébré 30 années de carrière. Cet événement a été couronné avec l'ouverture d'une galerie d'exposition à Abidjan. Retour sur cet événement avec Mon Désir Nascimento. Des tableaux avec des peintures figuratives, des graffitis, des photographies émouvantes et captivantes avec un mixage de couleurs et des symboles codés. Bienvenue dans l'univers Jacob Bleu, le célèbre peintre ivoirien qui s'est illustré de 1989 à nos jours. Pour marquer sa trentaine d'années au service de l'art à travers le monde, Jacob Bleu a fait un arrêt pour faire le bilan. Un brillant bilan qui lui a permis de ressasser les temps forts de sa carrière et de l'histoire du monde devant des personnalités parmi lesquelles Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, et l'ambassadeur de France près la Côte d'Ivoire. Pour pérenniser ce métier et faire une part belle aux jeunes générations, une galerie dénommée Jacob Bleu a été ouverte à Abidjan afin de promouvoir la culture. C'est pour marquer le coup aussi, parce que 30 ans, c'est déjà bien. Et donc je me suis dit, après 30 ans quand même, il faut marquer le coup. Et pour marquer ce coup-là, j'ai voulu mettre en place un espace culturel, artistique, que j'ai dénommé Jacob Bleu Art Gallery. Donc il y a à la fois un lieu d'exposition, mais aussi un lieu de rencontre avec tout ce qui est conférences, échanges, même des petits spectacles. Et Jacob Bleu, à chaque époque, à chaque période, a marqué aussi quelque part l'histoire de la Côte d'Ivoire culturellement, grâce à sa dextérité, grâce à son imagination. Aujourd'hui, c'est un grand honneur d'assister à son rêve qui lui était cher pour consacrer 30 ans de sa vie, de sa carrière professionnelle, de créativité, d'initiatives dans l'art qui soient matérialisées aujourd'hui dans cette galerie, qui va lui permettre non seulement de s'exprimer dans son domaine, mais aussi de permettre à beaucoup de jeunes Ivoiriens de venir se produire, mais aussi des artistes de la sous-région et de l'international. Situé à Abidjan 2 Plateau Adien, sur le boulevard Latrille, Jacob Bleu Art Gallery se veut un haut lieu de l'art et de l'innovation, mettant à la disposition du public des salles d'exposition, un espace de conférences et de spectacles, une boutique d'art proposant des œuvres, du design et des objets cadeaux, et surtout un coworking space pour travailler dans un cadre inspirant avec une connexion illimitée. Autre information, l'ONG Adassa Glory a célébré les femmes de son église ambassade des vainqueurs à l'occasion de la fête des mères. Cette cérémonie était une opportunité de rendre hommage à ces femmes et reconnaître leur mérite pour l'amour et l'affection qu'elles procurent, mais surtout de leur exprimer toute la gratitude. Michel Brou. L'église l'ambassade des vainqueurs a vécu des moments riches en émotions lors de la célébration de la fête des mères initiée par l'ONG Adassa Glory. Ces femmes qui, par leur force et leur résilience, jouent un rôle fondamental dans la construction de familles solides et d'une communauté unie. C'était l'occasion parfaite pour exprimer la gratitude et la reconnaissance envers ces mères, épouses, sœurs et figures maternelles qui incarnent l'amour inconditionnel. À cette journée festive, les organisateurs ont souligné l'importance cruciale des femmes dans la société. Nous voulons aujourd'hui, avec Adassa Glory, nous voulons que les mamans sortent de l'informel. Nous voulons les aider, nous voulons qu'elles soient économiquement stables, économiquement indépendantes. C'est pour cela que nous avons mis sur pied, l'équipe d'Adassa toute entière a travaillé d'arrache-pied durant des semaines pour que cette journée, effectivement,
puisse se tenir. Ces moments de convivialité et de solidarité ont été vivement appréciés par les femmes de cette confession religieuse. Être femme entrepreneur aujourd'hui représente beaucoup pour nous parce que, comme on le dit, la femme est un soutien pour la famille et aussi pour son homme. Donc, c'est une grande opportunité aujourd'hui de savoir faire quelque chose de nos mains et de pouvoir présenter ça aux yeux de tout le monde. Là, pour nous aujourd'hui, avoir un stand et aussi profiter de cette belle journée dédiée à la femme, c'est vraiment un honneur pour nous. Et quand on nous associe à un tel événement, ça veut dire que nous sommes quand même sur le bon chemin, sur le droit chemin, et on espère que dans quelques années, on sera au moins un modèle pour notre communauté. Cette célébration a été un franc succès, laissant un élan de positivité et de reconnaissance dans le cœur de tous les participants. L'ONG Ambassade des Vainqueurs a réussi à créer un événement mémorable, témoignant de son engagement à valoriser les femmes et à promouvoir l'amour et le respect au sein de la communauté. La cérémonie de clôture de la 4e édition du concours africain d'arbitrage international s'est tenue récemment dans la commune du Plateau. Cette activité intervient après le déroulement du Forum africain pour le contentieux et les exécutions des décisions de l'État. L'objectif de cette compétition est de renforcer les capacités des lauréats et les accompagner pour une insertion professionnelle à travers des stages d'immersion. 6 pays africains étaient au nombre des lauréats à la 4e édition du concours africain d'arbitrage international, dont la Côte d'Ivoire. Renforcer les capacités des lauréats en matière d'arbitrage international, cette compétition s'inscrit dans une vision de promouvoir la culture juridique et d'améliorer l'accès à la profession juridique en Afrique. Les participants ont eu l'opportunité de se mesurer les uns aux autres dans des épreuves exigeantes, mettant en lumière leurs compétences en matière de droit international et d'arbitrage. L'intérêt, il est pratique. Vous savez, en tant qu'étudiant, il n'y a seulement que la théorie qui se fait à l'université. Ainsi, ici, il nous a donné l'opportunité de mettre en pratique ce que nous apprenons en théorie à l'université. Ça a été donc une confrontation d'idées. Nous sommes ici jusqu'en finale. Malheureusement, nous avons terminé 2e. Néanmoins, nous avons pu mettre en pratique tout ce que nous avons appris tout au long de notre parcours scolaire. Nous sommes vraiment heureux d'avoir remporté ce concours parce que ce n'était pas du tout facile. D'abord, commençant par l'étape de la rédaction des mémoires qui nous ont fait passer des nuits blanches. Et aujourd'hui, nous sommes récompensés pour tous ces efforts et c'est un grand plaisir d'être récompensés par cela. Les organisateurs ont souligné l'importance de ces initiatives au profit des impétrants dans le domaine du droit sur le continent. Ils ont appris ces instruments qui ne sont pas forcément enseignés dans les écoles, dans les universités. Et quand ils terminent, nous parvenons à les accompagner, à trouver des stages par là, à renforcer pour qu'ils aillent sur le terrain, pour opérationnaliser, avoir des emplois. Et c'est ça l'objectif fondamental. Des trophées et des diplômes de participation ont été remis aux lauréats, célébrant leur engagement et leur excellence tout au long du concours. La 5e édition promet d'être riche avec l'intégration du prix ZLECAf de durabilité pour honorer des personnalités dans les institutions impliquées dans des projets de mise en œuvre de la ZLECAf prévus au mois de décembre à Mombasa. Une autre information tout en couleur. La localité de Gueyo était en ébullition le week-end dernier. Des milliers de jeunes venus de toute la région de l'Anawa ont pris part à la 3e édition de Color Run Gueyo, placée cette année sous le signe de la sensibilisation à travers le thème « Ensemble, nous disons non à la violence en période électorale ». Des détails dans le récit de Alanitoua. Sous un ciel radieux, les rues de Gueyo se sont transformées en une fresque vivante lors de la 3e édition de la Color Run. Mais derrière les nuages de pigments arc-en-ciel et les rires contagieux, un message sérieux portait l'événement « Non à la violence aux périodes électorales ». Une thématique initiée par Doggy Marie-Noël, fille de la région, par ailleurs, qui a exhorté la jeunesse à tourner dos à la violence et cultiver la paix, la cohésion sociale et la fraternité. Cette année, ils ont choisi le thème de la violence en période électorale. En ce sens, j'ai été sollicitée pour les accompagner. Et c'est avec joie que je viens voir que les enfants de Gueyo, les jeunes de Gueyo, de tous bords politiques, ont décidé de se mettre ensemble pour attirer l'attention de leurs amis à ne pas
écouter les voix des politiciens qui voudraient que lorsque les résultats ne sont pas à leur faveur, on casse, on brûle, on se tue, on se frappe. En répondant à l'appel des jeunes, la native de la Nawa entend créer les conditions d'une élection présidentielle apaisée. Un message relayé par les jeunes issus de toutes les communautés ethniques de la région. Et cette idée portée par les jeunes dynamiques de Guéyo m'a franchement attiré et c'est pour ça que j'ai accepté de les accompagner. Alors que les derniers éclats de couleurs s'envolaient sur Guéyo, une certitude émergeait. Cette 3e édition du Color Rune a tissé un filet de sécurité citoyenne. Restaurer les écosystèmes pour préserver l'avenir. Dans le sud Komoué, la région se mobilise pour y donner vie à ces mangroves gravement menacées par les effets du changement climatique et les activités humaines. À Tiapoum, un ambitieux projet soutenu par la FAO et le Fonds vert pour le climat en collaboration avec le Conseil régional du sud Komoué vise la restauration de 175 hectares de mangroves dans la forêt marécageuse de Tanoé-Eyi. Un engagement fort au service de la biodiversité, de la résilience climatique et des communautés locales. À Tiapoum, dans le sud Komoué, un défi environnemental d'envergure vient d'être lancé. Objectif, restaurer 175 hectares de mangroves dans la réserve naturelle volontaire de la forêt des marais Tanoé-Eyi, dans le cadre du projet promis promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions, soutenu par la FAO et le Fonds vert pour le climat avec un partenariat signé entre la FAO et le Conseil régional du sud Komoué. Élus, experts et populations locales se sont réunis à Tiapoum pour une campagne d'information et de sensibilisation. La présente mobilisation, oui, je salue, vraiment nous sommes heureux que vous soyez mobilisés quand même pour la circonstance. C'est le témoignage donc de votre soutien et de notre engagement commun à préserver les défis liés au changement climatique. La dégradation des mangroves a des conséquences graves. Érosion des côtes, disparition de la biodiversité, raréfaction des ressources halieutiques. Le professeur Ignakou, expert en mangroves, l'a expliqué aux populations. La restauration offrira également des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes grâce à des formations aux techniques de sylviculture. De façon plus spécifique, mettre en place cette mangrove va permettre aux populations d'avoir des emplois pour les jeunes, pour les femmes essentiellement, qui pourront apprendre un métier, le métier de la sylviculture, parce que planter les mangroves, c'est tout un processus technique. Et en plus, les mangroves vont non seulement permettre de faire revenir nos poissons et nos crabes qui sont en train de disparaître, et ça permettra aux jeunes de pouvoir monter des petits projets comme l'aquaculture. Ce projet est parmi ceux qui permettront à la Côte d'Ivoire de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 30% d'ici 2030. Un défi climatique, mais aussi un pari sur l'avenir des communautés riveraines. La jeune chambre internationale de Daloa a redonné le sourire à des veuves de la localité. Dans le cadre de ses activités caritatives, elle a fait de nombreux dons en vivre et en non-vivre au cours d'une cérémonie à son siège de Daloa, sise au quartier Labia, selon notre témoin Emmanuel Quadio. Elle ne s'y attendait peut-être pas, mais la Jeune Chambre internationale, section Daloa, l'a fait. Dans le cadre de sa mission caritative, le JCI Daloa a organisé cette cérémonie de remise de dons en vivres et non-vivres composés de bidons d'huile, de sacs de riz, de pâtes alimentaires, en vue de soulager un tant soit peu les veuves de cette localité. Nous avons recensé les besoins de la communauté. Et pour cette mandature 2025, mon CDL, c'est-à-dire mon comité directeur local, a voulu se pencher sur les veuves. Et dans ce mois de mai, qui est un mois consacré aux mères, nous avons voulu les mettre en valeur, pouvoir passer un peu de moments avec les mamans et on leur offre un peu de sourire en fait. La présidente de l'association des veuves de Daloa a exprimé la gratitude de toutes les 50 bénéficiaires aux généreux donateurs avant de faire une doléance pour la mise en place des projets générateurs d'emplois pour leurs enfants orphelins. C'est merci. Après merci, il n'y a pas un autre mot. C'est des bénédictions de vos mamans. Parce que Dieu l'a même a dit, les veuves sont des plumelles à leurs yeux. Merci, merci, bonne santé.
on veut des nominations. Que notre fille soit nominée encore. Soulignons que la Jeune Chambre internationale est une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans qui sont engagés à créer un impact dans leur communauté. Et nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. Nous nous retrouverons dans nos prochaines éditions.